Mardi 6 janvier 1998. Vers midi, toujours sous le poids du verglas, des pylônes s'effondrent dans la région de Drummondville. À Montréal, c'est maintenant 700 000 logements qui sont privés d'électricité. La Croix-Rouge installe ses premiers centres d'hébergement. La météo prévoit d'autres vagues de pluie verglaçantes. On bat déjà des records. Ça se peut pour vrai, des affaires de même? Ne va pas leur dire que c'est toi, sinon ils vont t'étrangler. Un camion d'Hydro-Québec venait de s'arrêter devant nous. Les deux hommes dans la cabine, yeux rouges, traits tirés, mangeaient chacun un sandwich tout en consultant la longue liste de leurs prochets, Ness Intervention. Ça m'a fait réfléchir. Pas Alex. T'as vu? On dirait des gremlins avec leurs cheveux ébouriffés. Ils avaient peut-être des enfants qui étaient tristes de ne pas pouvoir être avec eux? Leur femme avait peut-être préparé à manger, mais ils n'avaient pas pu rentrer chez eux? J'ai repensé aux images que j'avais vues, le midi, au bulletin des nouvelles. Sur l'écran, d'énormes pylônes électriques, pliés par le poids de la glace, étaient tombés au sol. La situation ne risque pas de s'améliorer puis, qu'on prévoit des chutes de verglas pour toute la journée de demain. C'est maintenant près de 700 000 foyers qui sont privés d'électricité. Mon père était du nombre. Il avait téléphoné le matin pour nous raconter sa journée, mais surtout nous annoncer que la génératrice avait bien tenu. Ça n'a pas d'allure comme ça consomme. J'ai dû aller 2 fois à la station d'essence. Il n'avait pas été le seul à venir remplir des bidons pour des génératrices. Le gérant de la station-service avait dû prendre les affaires en main. Ça se bousculait, ça se chicanait. Pas plus de 20 litres par personne. À ce moment-là, mon père a raconté que 2 Hells Angels s'étaient arrivés à moto malgré les roues glacées. Il n'avait peur de rien, mais tout le monde a eu peur d'eux, surtout le gérant. 20 bidons de 20 litres? Y a pas de problème, je comprends ça que vos plantes doivent rester au chaud pour bien pousser. Papa n'avait pas dit qu'il était de la police. Ils étaient 2. J'étais tout seul, armé seulement d'un bidon. En plus, il était vide. Quand mon père avait raccroché, ma mère n'avait pas vraiment cherché à me parler. Je crois que les discussions de la veille l'avaient un peu fatiguée. J'ai un tas de copies à corriger. C'était bien tombé, j'avais pu rejoindre Alex dehors. Il m'a raconté sa nuit sans électricité. J'aurais pu aller voir ma mère, juste pour qu'il prenne une douche. J'ai été lâche. Je n'avais pas envie de lui faire voir ma nouvelle vie. D'ailleurs, il n'a pas demandé à se doucher. Tu sais que le gars du dessus, il va chez la voisine pour la baiser. Tu me niaises. Il a fait tellement de bruit au-dessus que ça m'a réveillée. S'il a fait du bruit au-dessus, c'est qu'il était au-dessus, pas en face. Je l'ai vu entrer chez elle avec une casserole. Une casserole? Il lui a fait un petit plat. En pleine nuit? C'est pas le plat qui compte, c'est le dessert. Le dessert? Ben oui, le dessert, c'est quand on va dans le lit après avoir mangé. Je n'aime pas quand on parle de ces choses-là. Lui, au moins, il a dormi au chaud. J'avais remarqué les cheveux emmêlés d'Alex, cet air fripé des gens qui ont dormi habillés. Il m'a regardé. Il a senti ma gêne. J'ai deviné qu'il allait se moquer de moi. Je me disais qu'avec tes pouvoirs magiques, tu pourrais peut-être faire quelque chose. J'ai pas le goût d'avoir froid ce soir. Je n'ai pas su quoi répondre. Tu es bien le petit voisin d'en face? On a sursauté tous les deux. Un des frères se tenait devant nous et fixait Alex. Oui, monsieur. Je m'appelle Simon. Avec Michel, nous habitons en face de chez toi. On a su que vous n'aviez pas d'électricité. On a entendu du bruit dans l'appartement d'Alexandra côté cette nuit et on a compris que la gentille demoiselle avait hébergé votre voisin du dessus jusque tard dans la nuit. Un Russe, à ce qu'on a entendu? Simon a eu un sourire de grande personne, certain qu'on n'avait pas compris. Le dessert avait dû être copieux. Quel est ton prénom? Alex. Mon cher Alex, dis à ton père qu'on a une chambre de libre pour vous héberger. Michel Théra, vaille à Météo Canada. Ça va durer, les enfants. La situation empire. Alex m'a pointé du doigt. Allait-il lui dire que c'était à cause de moi, tout ça? Pourquoi, lui,
il a du courant. Parce qu'il est chanceux d'habiter du même bord que nous. On est raccordé à la maison pour personnes âgées qui est à côté. Nous habitons dans une zone prioritaire. Alex, abasourdi, s'est tourné vers moi. T'as vraiment pensé à tout? Dis bien à ton père que vous êtes les bienvenus. Merci monsieur, je vais lui en parler. Mais il est un peu sauvage. Dis-lui de se sentir bien à l'aise. C'est pas son genre, ça. Dans une situation pareille, c'est normal de tendre la main. Quand le ciel ne t'aide pas, il faut bien céder. Pas vrai? J'ai pris ça pour un reproche. S'il était à ma place, il comprendrait peut-être que, des fois, on est obligé d'agir pour s'en sortir. J'ai serré les mâchoires. Puis il a ouvert la porte de chez lui. On vous attend. Passez quand vous voulez. J'insiste. Vous êtes les bienvenus. Clac. La porte s'est refermée. Alex s'est tourné vers moi. Il m'a regardé longtemps, vraiment longtemps. Je savais qu'il était en train de basculer. Ça se peut pour vrai, des affaires de même? C'est beau, un homme qui revient. Dans son lit, les cheveux défaits, Julie a difficile, m'entouvert les yeux. Déjà 3 heures de l'après-midi. Sa tête lui faisait mal. Qu'est-ce qu'elle avait bien pu faire pour se retrouver dans cet état? Ça lui est revenu, le russe, la baignoire, les débarbouillettes, les additions, les multiplications, les soustractions, les poissons. Il faut arroser ça. Là, maintenant? Vous avez quelque chose à boire? Une vieille bouteille de tequila. D'Avaï. Toujours en nuisette, Julie a cru qu'il voulait la faire boire pour abuser d'elle et il a perdu tout le crédit accumulé dans la soirée. Elle a vite enfilé sa robe de chambre rouge. Boris, lui, a enfilé les verres. Au bout d'un moment, Julie a fait de même. Puis il s'est assis par terre, adossé à la baignoire. Elle a hésité à le rejoindre. Elle s'est assise sur la toilette. L'alcool délie les langues. La mathématique, c'est de la poésie. Il faut que chaque ligne, chaque formule, rime avec celle qui suivra pour former un long et beau poème. Une formule mathématique, c'est une œuvre d'art. Un texte qu'on n'écrit qu'une fois, sans droit à l'erreur, pour qu'il en devienne unique. Que c'est beau, ce que tu dis. Boris Bogdanov, pour la première fois, a regardé Julie. Il a pris son temps. Elle a souri, assise sur sa toilette. Un chercheur a toujours le sentiment de devoir convaincre le monde entier, de vivre un combat terrible dans une immense solitude, pour une cause qu'il est le seul à comprendre. Être en bonne compagnie, Boris n'y était pas habitué. Il a levé son verre vide. D'Avaï. Le dernier? Ça pourrait te faire oublier la retenue dans une de tes additions. Boris a esquissé un petit sourire. Les Russes, qu'ils soient chercheurs ou hockeyeurs, considèrent un verre bu comme une simple escale vers un autre verre à boire. L'important est de ne surtout pas s'arrêter, de tout oublier, de se laisser aller. Et vous, vous faites quoi dans la vie? Je travaille dans, une sorte de parc de loisirs. Pour les enfants? Plutôt pour les grands. Ça vous plaît? Ça dépend des soirs. Pourquoi? On rentre tard, on est un peu les unes sur les autres, on s'enrhume facilement, les gens viennent, non pour s'amuser, mais ils ne sont pas toujours gentils. Alors pourquoi restez-vous travailler dans ce parc de loisirs? Je compte arrêter dans. Je sais pas quand encore. Vous aimeriez faire quoi ensuite? J'y ai jamais réfléchi. Boris a dévissé le bouchon en métal de la bouteille de tequila. Julie s'en est voulu de sa réponse. Ça n'était vraiment pas brillant devant un chercheur de dire qu'on ne réfléchissait pas. Pour meubler, elle a tendu son petit verre sur lequel était imprimé, en bleu, Absolu Vodka, un cadeau qu'elle avait reçu d'un représentant en alcool qui n'avait plus d'argent sur lui pour payer la dernière danse. Elle en voulait 4, il avait dit oui. Elle avait dansé. Il ne lui en avait donné que 2. Boris, ça lui a rappelé son pays. Puisque nous avons des verres à vodka, je vais vous faire voir comment on la boit en Russie. Il a rempli les 2 verres puis il a tendu son bras vers Julie. Elle a voulu trinquer. Mais il s'est approché d'elle, à genoux, et a passé son bras dans le sien. Il a ramené le verre à sa bouche. Elle l'a imité.
Emmêlés l'un dans l'autre, dans un nœud de base, ils ont porté l'élixir mexicain à leur bouche en pensant très fort que c'était de la vodka. Boris a marqué une petite pause et a fixé Julie dont les joues rosies trahissaient les premiers vers et peut être un peu plus que cela. Nazdorovi. Nandorovi. Non. Nazdorovi. Nazdorovi. Une seule gorgée a suffi à Boris pour avaler sa rasade de tequila. Il a expiré. Son haleine, soudain mexicaine, a décidé Julie à se lancer. Elle a versé sa tête, d'une traite, a vidé son verre. Dans le même élan, elle l'a jeté en arrière. Il s'est fracassé contre le mur. Gling. Pourquoi vous avez fait ça? Ben, c'est la tradition. Il n'y a que dans les films américains que les Russes jettent leurs verres. Au prix où ça coûte et vu le nombre de litres qu'on boit, on n'a pas les moyens d'en casser autant dans un pays si pauvre. Julie ne voulait pas d'incident diplomatique, tout que mis à part Bon baiser de Russie, elle ne connaissait rien au cinéma russe. Boris a tapoté le sol de sa paume et a rempli son verre. Julie est venue s'asseoir à l'endroit précis qu'il avait désigné. On va faire chacun son tour. Il a rempli le verre, le lui a tendu, elle a bu. Il a rempli à nouveau le verre, ne l'a pas tendu, il l'a bu. L'opération a été renouvelée 3 fois sans un mot avant que Julie n'en revienne à ses poissons. Pourquoi tu calcules tout ça avec tes poissons? Je veux démontrer de façon mathématique, dans une théorie topologique, donc des nœuds, qu'on ne choisit pas son chemin, mais que les autres le choisissent pour vous. C'est peut-être pas la peine de faire des calculs pour prouver ça. Qu'est-ce que vous voulez dire? Moi, par exemple. On décide toujours pour moi. Un long silence s'est installé. Boris s'est tourné vers Julie, soudain si triste. L'alcool se conjugua. Tous les temps, parfois à l'imparfait. La mélancolie est alors une étape obligée vers le nirvana éthylique. Boris s'est mis à chanter en russe. Sans comprendre un seul mot, Julie a pleuré de toutes ses larmes. Ça avait l'air si triste. La nuit allait être longue. Déjà 3 heures de l'après-midi. L'amertume encore en elle, avec un affreux mal de tête, Julie est sortie de sa chambre. Sur le divan du salon, il n'y avait que les 2 chats. Une boule, petite, s'est formée dans son ventre. Il n'est quand même pas parti, lui aussi. Avant de s'en convaincre, elle a ouvert la porte de la salle de bain, a relevé sa nuisette, s'est assise sur la toilette et a fermé les yeux. Elle a essayé de se souvenir de l'endroit où elle avait vu pour la dernière fois son mathématicien russe. Elle les a rouverts et vit tout de suite, sur le côté, la paire de jambes au sol. Boris Bogdanov, toujours adossé à la baignoire, un doigt dans l'eau pour surveiller la température, dormait profondément. Sur ses genoux, Brutus ronronnait. Dans le coin, la bouteille de tequila avait rendu l'âme. Julie, tout en faisant ce qu'elle avait à faire, a regardé le tableau, soulagée. Ça fait du bien le matin. Elle en avait rencontré, des hommes. Ils étaient nombreux à être venus chez elle. C'est tôt. Réveil qu'elle les découvrait tels qu'en eux-mêmes. Celui qui gisait devant elle n'était pas comme les autres. Il n'avait même pas essayé de la suivre dans sa chambre. Pourtant, elle ne lui aurait pas dit non. Julie s'est levée, a enjambé ce qu'il restait de son sinistré russe, et a longuement regardé les 4 poissons. Quand Boris s'est mis à ronfler, elle s'est penchée. Ses yeux ont pétillé d'envie. Lentement, elle a enlevé sa nuisette. Ah! Boris s'attendait à tout, mais pas à ça. Brutus non plus. Quand il a relevé sa tête si lourde et qu'il s'est tourné vers la baignoire, il a failli défaillir. Julie lui a souri. Il s'est immédiatement penché pour voir où étaient ses poissons. Tranquille, dans l'eau à 32 degrés, ils traçaient leurs ficelles. J'ai remarqué ça ce matin, c'est comme s'ils ne s'étaient pas rendu compte que la baignoire est plus grande que l'aquarium. Ils ne vont pas jusqu'au bout. Je me suis mise juste à l'endroit où ils n'allaient pas. Sceptique, Boris a observé ses poissons. Se penchant en avant, il a suivi, numéro 2, viré à moins de 10 cm de la poitrine nue de Julie. Numéro 3, a fait de même, numéro 4, aussi. Quand, numéro 1, a nagé vers le sein gauche, Boris s'est penché au ras de l'eau. Le poisson orange, rayé de vert, a, lui aussi,
continuer son chemin sans tenir compte de l'énorme boule, qui était pourtant dans son champ de vision. Boris en a fait de même. Julie n'avait de toute façon même pas pris soin de cacher ses seins, convaincue que cet homme était unique, le seul qu'elle ait jamais rencontré, capable de la rhabiller des yeux. Da. Boris a relevé la tête et s'est tourné vers la petite sirène. Julie n'a pu s'empêcher de frissonner. Dans le regard qui se posait sur elle, il y avait ce qu'elle n'avait jamais eu la chance de ressentir, du respect. Magnifique observation. Julie a bien pensé étreindre Boris pour le remercier du compliment, mais elle se savait nue. Boris, de toute façon, était déjà debout et regardait sa montre. Il a pointé ses poissons. Ils ont mémorisé l'espace et le volume de l'aquarium, mais je ne sais pas combien de temps ça peut durer. Si je vous les confie le temps d'aller le chercher, je peux vous faire confiance? Elle l'a juste regardé. Il l'a dévisagé un moment, a semblé un instant hésiter, puis, convaincu par ce regard si franc, il a capitulé. Je reviens. Boris est sorti sans dire au revoir. Julie, à ça, elle y était habituée. Un indéfinissable sourire à ses peines, d'Anne illuminait son visage. Une larme s'est doucement échappée de ses yeux, puis une autre. Elle n'a pas cherché à les essuyer. C'est beau, un homme qui revient.